faire assez court. On ne va pas y passer l'après-midi. On va aborder le problème de l'effet du bruit sur les modulations analogiques. Donc dans les derniers cours, on a vu successivement les modulations d'amplitude et puis les modulations de fréquence. On a comparé un petit peu les deux. On a vu que certains avaient des avantages par rapport à d'autres au niveau de la bande passante. Typiquement, modulation d'amplitude, on a une bande passante qui est fixe. Et en gros, il y a deux options. Soit on fait de la double sideband et on a donc une bande passante qui est 2 fois plus élevée que celle du message, soit on fait de la single sideband et on a une bande passante égale à 1 fois celle du message, et puis il y a tous les intermédiaires entre ces deux extrêmes. Et puis au niveau de la modulation angulaire, modulation de fréquence, on a vu que une possibilité extrême, c'était de faire ce qu'on appelle de la FM à bande étroite, et à ce moment-là, la bande passante occupée par le signal modulé est la même que celle de la modulation d'amplitude en DSB, c'est-à-dire 2 fois la bande passante du message. Et puis si on décide de faire de la FM à large bande, à ce moment-là, on va jouer sur l'indice de modulation, et plus on augmente l'indice de modulation, plus on va occuper une bande passante importante. Et on peut, en fait, il n'y a pas de limite, on peut occuper une bande passante aussi importante que ce qu'on veut, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle, parce qu'on va consommer davantage de Hertz. Mais en contrepartie, l'intérêt de consommer plus de bandes passantes, c'est qu'on va devenir plus résistant par rapport au bruit. Et c'est ça qu'on va voir dans ce dernier morceau de chapitre ici, c'est comment est-ce qu'on peut calculer, estimer la résistance d'une modulation analogique par rapport à l'effet du bruit. Alors d'abord, on va revenir à certaines notions que j'avais commencé à discuter au tout premier cours, et puis qu'on n'avait pas eu le temps d'approfondir, et qui est le modèle de bruit qu'on va utiliser. Alors, ici, si vous voyez mon écran, attendez, que je sois sûr de partager la bonne fenêtre. Voilà. Donc on avait parlé au premier cours qu'on avait eu ensemble du modèle de bruit utilisé habituellement en télécommunication et qui s'appelle le modèle AWGN. Okay. Donc AWGN, ça veut dire Additive White Gaussian Noise. C'est un acronyme anglais, parfois les Français aiment bien traduire les acronymes et vous allez parfois voir des acronymes équivalents qui s'appellent BBGA pour bruit blanc gaussien additif. Mais dans la plupart des livres de communication, vous allez plutôt voir l'acronyme AWGN. Alors, il y a deux lettres qui sont particulièrement importantes là-dedans, c'est le W de White et le G de Gaussian. Okay. On avait déjà évoqué au premier cours ce que c'était qu'un signal gaussien ou un bruit gaussien. Donc c'est un bruit, un signal aléatoire. Bruit, ça veut dire signal aléatoire, c'est ça que c'est synonyme. Si vous prenez un échantillon du bruit à n'importe quel instant, vous obtenez une variable aléatoire gaussienne. Okay, donc avec la fameuse distribution en cloche que vous connaissez, et qui est entièrement définie par deux paramètres qui sont respectivement la moyenne et l'écart type. Et l'écart type, si vous l'élevez au carré, vous obtenez ce qu'on appelle la variance. Donc la moyenne, on a l'habitude de la noter mu, et l'écart type, on a l'habitude de le noter sigma. Donc avec ces deux paramètres, vous avez entièrement défini la distribution aléatoire de votre variable aléatoire gaussienne. Mais comme ici on parle d'un bruit qui est donc un signal, c'est-à-dire une fonction qui peut prendre des valeurs qui changent avec le temps, donc pour toutes les valeurs du temps, vous aurez une variable aléatoire différente. Okay. Et donc il ne suffit pas de dire que chacune des variables aléatoires qui correspond à chacun des instants auxquels on peut regarder le bruit est une variable aléatoire gaussienne. Donc c'est déjà un bon premier pas, on va dire, de dire qu'à chaque instant le bruit est gaussien. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est de savoir, ok, mais les échantillons de bruit qui vont correspondre à des instants différents, comment est-ce qu'ils sont reliés entre eux? Et la réponse à cette question, elle n'est pas du tout située dans le fait que le bruit est gaussien. Le fait que c'est gaussien,
finalement, ça caractérise le bruit quand vous considérez un instant particulier. Et vous dites, je regarde juste à cet instant-là, et donc j'ai plus une fonction du temps, j'ai une seule variable. Okay, ben, cette variable, elle est à distribution gaussienne. Ça, c'est un premier élément. Mais ça ne vous dit encore rien sur la corrélation qui peut exister entre les échantillons de bruit pris à des instants différents. Et pour caractériser justement cette relation qui existe entre les échantillons de bruit considérés à des instants différents, des instants successifs, eh bien, là, la propriété qui devient intéressante, c'est l'autre propriété que j'ai soulignée ici, c'est la propriété White, le W de AWGN. Okay, donc la manière dont les valeurs du bruit à des instants différents, la manière dont ces valeurs sont éventuellement reliées entre elles, dans le modèle AWGN, ça va être une manière assez particulière qui correspond à ce qu'on appelle du bruit blanc. Et donc, il y a des bruits qui peuvent être gaussiens sans être blancs. Ça veut dire qu'à chaque instant, quand vous regardez le bruit, vous voyez par exemple que la distribution est gaussienne, mais si vous considérez des échantillons successifs de bruit, éventuellement, il ne sera pas blanc. Okay, et vice-versa, il peut y avoir des bruits qui sont blancs, c'est-à-dire que si vous considérez des échantillons de ce bruit à des instants successifs et que vous regardez la corrélation entre ces échantillons, vous allez constater que on a bien la définition du bruit blanc, mais par contre, il se peut très bien que ce bruit blanc ne soit pas gaussien. Okay, donc il y a des bruits blancs pas gaussiens, il y a des bruits gaussiens pas blancs, et donc le modèle spécifique de bruit utilisé de manière universelle en télécommunication, c'est quand on a la double propriété. Le bruit est à la fois blanc et à la fois gaussien. Alors c'est quoi du bruit? Peut-être d'abord donner une petite définition plus intuitive. Vous vous souvenez quand vous étiez à l'école maternelle, votre institutrice devait vous raconter que quand on mélangeait toutes les couleurs entre elles, le rouge, le bleu, le jaune, tout ce que vous voulez, ben à la fin, quand on avait fini de mélanger toutes les couleurs, on obtenait du blanc. Okay, le blanc, c'est un petit peu défini, hein, d'un point de vue chromatique, comme le mélange de toutes les couleurs. Et en fait, quand on y réfléchit, une couleur, c'est quoi une couleur? Ben, c'est une interprétation particulière de ce qu'on observe avec notre œil. Et le fait qu'on peut différencier les couleurs, c'est lié en fait à la fréquence. C'est parce que la fréquence des photons lumineux qui vont arriver à votre œil ne sera pas la même selon que vous observez une image rouge, une image bleue, une image verte, etc. Donc deux éléments qui sont assez intuitifs. Hein. Une couleur, finalement, c'est une fréquence, et le blanc est le mélange de toutes les couleurs, et donc le mélange de toutes les fréquences. Okay, ben donc si vous mettez tout ça ensemble, à la fin, vous avez la notion que le bruit blanc, c'est un bruit qui a toutes les couleurs à la fois. Et il n'y a pas une couleur qui domine par rapport aux autres. Donc toutes les couleurs ont la même pondération. Donc toutes les fréquences ont la même pondération. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Okay, en fait, un bruit blanc, c'est un bruit qui possède des composantes spectrales à toutes les fréquences. Et on peut mesurer en fait la puissance du bruit à chaque fréquence. Et quelle que soit la fréquence à laquelle vous mesurez la puissance de bruit qui est présente, ben vous allez mesurer la même chose. Il n'y a pas une fréquence qui se dégage par rapport à une autre. Donc vous pouvez regarder à basse fréquence, à moyenne fréquence, à haute fréquence, vous aurez toujours la même puissance de bruit. Ça, c'est la notion de bruit blanc. Alors évidemment, tout ça est assez intuitif, et comme les ingénieurs sont des matheux, ben, ils préfèrent en général mettre des équations là derrière pour être sûr de définir tout ça de manière bien rigoureuse. Donc on va faire un petit peu de maths maintenant pour revisiter la notion de bruit blanc. Alors, pour commencer, donc au premier cours qu'on a eu ensemble, on avait discuté de la notion de signal aléatoire stationnaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Donc la notion d'un signal aléatoire stationnaire, ça ne veut pas dire que le signal ne varie pas avec le temps. Ce ne serait pas du tout intéressant un signal constant. Hein. Un signal stationnaire, c'est un signal qui n'est pas constant, c'est un signal qui varie, mais c'est un signal dont les propriétés statistiques ne varient pas avec le temps. Ou de manière plus rigoureuse, un signal aléatoire stationnaire, c'est un signal aléatoire
dont les propriétés statistiques sont indépendantes de l'origine du temps. Ok ? Donc votre signal est constitué d'une collection de variables aléatoires correspondant à plein d'instants différents auxquels vous le regardez. T0, T1, T2, T3. Ok, vous avez défini de manière arbitraire que l'origine du temps, t égale 0, est située, boum, là-bas, hein, ce matin à 10 heures par exemple. Ben, vous décidez que vous changez l'origine du temps, c'est pas ce matin à 10 heures, c'est il y a 2 ans et demi à 9 heures du matin, pas de problème. Vous avez changé l'origine du temps, vous avez fait un petit changement de variable, et puis vous constatez qu'après ce changement de variable, votre signal aléatoire, il a toujours les mêmes propriétés statistiques, il n'y a rien qu'à changer. Alors concrètement, ça signifie quoi? Bah, concrètement, on va s'intéresser en général dans les signaux stationnaires, on va s'intéresser à deux propriétés qui sont la moyenne et la covariance. Alors, la moyenne, c'est le plus intuitif, c'est le plus facile à comprendre. C'est quoi la moyenne d'un signal stationnaire? Alors, mon signal stationnaire, ici, je vais l'appeler N de T, N pour noise. Okay, pour bien insister que c'est bien du bruit dont je suis en train de parler. Donc, j'ai mon bruit, noise en anglais, qui s'appelle N de T, et qui est de type AWGN. Okay, je m'intéresse au W dans le AWGN, et je vais essayer de comprendre pourquoi mon bruit est blanc. Alors, mon bruit, d'abord, je vais supposer qu'il est stationnaire. Donc, effectivement, le modèle de bruit AWGN suppose que le bruit est stationnaire. C'est implicitement compris dans le W, parce que les bruits blancs sont stationnaires. Okay, donc, les propriétés statistiques de mon bruit ne vont pas varier avec l'origine du temps. Et donc, en particulier, je peux m'intéresser à la moyenne de mon bruit. La moyenne de mon bruit M de T, je vais la noter mu indice N de T. Donc mu, c'est la lettre grecque qu'on utilise pour caractériser cette propriété qui est la moyenne. Okay, le mu qui est là, il faut le voir comme en quelque sorte la première lettre du mot moyenne, ou mean en anglais. Okay. L'indice N veut dire que c'est la moyenne qui se rapporte au signal N de T. Et puis, en général, la moyenne, elle dépend du temps. Hein, si vous regardez votre bruit à 9h du matin, à 9h30 ou à 10h du matin, il se peut très bien que la moyenne ne soit pas la même. Okay, donc, de manière générale, la moyenne d'un signal aléatoire, on la note mu de t. Et si ce signal aléatoire a le bon goût d'être un signal stationnaire, à ce moment-là, magique, la dépendance au temps disparaît. Et vous voyez que le mu n de t devient simplement mu n. Ça devient une constante. Donc vous pouvez regarder le bruit à n'importe quel instant. La moyenne de la variable aléatoire que vous obtenez en observant le bruit à cet instant-là sera toujours identique. Alors, la moyenne, pour rappel, c'est l'espérance mathématique. Donc on note ça avec la lettre E majuscule. C'est l'espérance mathématique par rapport à la distribution du bruit n, appliquée à quoi? Ben, à la fonction n de t. Donc l'opérateur espérance mathématique, ça veut simplement dire qu'on fait une intégrale par rapport à la densité de probabilité. Et donc la densité de probabilité, dans le cas d'un bruit AWGN, c'est la courbe en cloche. Mais comme je disais, le bruit n'est pas obligatoirement gaussien quand il est blanc, donc vous avez des bruits blancs qui sont non gaussiens, et dans ce cas-là, la densité de probabilité, ce sera autre chose que la courbe gaussienne. Okay, et donc la moyenne, par définition, c'est l'espérance mathématique, donc l'intégrale par rapport à la fonction distribution de probabilité. De quoi? Ben ici, simplement, du signal lui-même, n de t. Et donc cette espérance mathématique, dans le cas d'un signal stationnaire, sera toujours le même, quelle que soit la valeur du temps. Et donc ce sera égal à la constante mu n. Alors pour aller encore un poil plus loin, dans le modèle AWGN, hein, on va supposer que si le bruit est blanc, non seulement qu'il est stationnaire, mais en plus, on prend la plupart du temps l'hypothèse que sa moyenne, qui est donc une constante, ben que cette constante, en plus, elle est égale à 0. Donc le bruit blanc, il est en général de moyenne nulle. Quand vous mesurez du bruit thermique ou autre avec un instrument de mesure, ça veut dire que vous avez un signal perturbateur qui vient fausser votre mesure. Il n'y a pas
en général, il n'y a pas de raison que ce signal perturbateur, ce bruit, soit plus souvent positif que négatif. Il aura autant de chances de vous ajouter quelques millivolts en positif que de vous soustraire quelques millivolts en négatif, par rapport à ce que vous devriez mesurer en l'absence de bruit. Ok, donc, dans le modèle AWGN, c'est pas très choquant de se dire que la moyenne du bruit est égale à 0. Donc finalement, c'est pas le paramètre le plus intéressant, mais c'est important de le garder à l'esprit que la moyenne du bruit AWGN est égale à 0. Le deuxième paramètre qui va plus nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la fonction de covariance du signal aléatoire n de t. Alors la fonction de covariance, si vous vous souvenez bien, c'est l'espérance mathématique du bruit évalué à l'instant t, dont on a retranché la moyenne. Vous voyez, je fais ici moins mu n. Ok, ben ici je retranche 0, donc c'est pas très intéressant. Le moins mu n, je pourrais l'effacer dans ce cas particulier. Mais si on veut une définition générale, la covariance, c'est l'espérance du bruit centré. Donc on retranche la moyenne. Dans ce cas-ci, ça se réduit à retrancher 0, donc ça ne sert à rien. Et donc ce bruit centré, on le va multiplier avec quoi? On va le multiplier avec lui-même, mais décalé dans le temps de taux secondes. Donc taux, c'est une variable qui désigne un décalage temporel. Okay, et donc je m'intéresse en fait à deux valeurs du bruit centré, la valeur à l'instant t et la valeur à l'instant t moins taux. Et ce qui est intéressant quand mon signal est stationnaire, c'est que le résultat de cette opération, qui consiste à calculer l'espérance mathématique du produit n de t fois n de t moins taux, eh bien l'espérance mathématique de ce produit ne dépend pas de t. Ça ne dépend pas de l'origine du temps. Si je regarde mon bruit à 8 heures, et puis à 8 heures, et puis à 7h55, c'est-à-dire 5 minutes plus tôt, j'obtiendrai le même résultat que si je le regarde à 9h et à 8h55. Ou si je le regarde à 10h et à 9h55. Dans tous les cas, j'ai observé mon bruit à un certain moment t, et puis une deuxième fois, au même moment t, mais décalé de taux secondes vers l'arrière. Okay, donc la seule chose qui compte, c'est le décalage temporel entre les deux échantillons de bruit que j'observe. Donc c'est ça qui est spécifique à un signal stationnaire, c'est que la fonction de covariance ne dépend plus des deux instants t et t moins taux, elle dépend uniquement, cette fonction de covariance, de l'écart taux entre les deux instants auxquels on regarde le signal. Et du coup, ma fonction de covariance, qui au départ était définie comme une fonction à deux variables, T1 et T2, qui sont les deux instants auxquels je regarde mon signal, comme elle ne dépend plus de l'origine du temps, et qu'elle ne dépend plus que de l'écart temporel entre les deux instants auxquels je regarde mon signal, eh bien cette fonction de covariance devient une fonction à une seule variable. On peut l'écrire gamma n de taux. Donc voilà, ça c'est la fonction de covariance d'un signal aléatoire stationnaire. On définit une fonction très utile qui s'appelle la densité spectrale de puissance d'un signal aléatoire stationnaire. Et comment est-ce qu'on fait pour passer de la fonction de covariance à la densité spectrale de puissance? Simplement en prenant la transformée de Fourier. Okay, donc, la fonction de covariance, j'ai l'habitude de la noter avec un gamma majuscule, comme ici. La densité spectrale de puissance, qui est sa transformée de Fourier, j'ai l'habitude de la noter avec un gamma minuscule, comme ceci. Et donc l'un est bien la transformée de Fourier de l'autre. Alors, ici, en dessous, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif qui explique les différents signaux aléatoires et les fonctions qui les caractérisent, et ce qui se passe quand on passe du domaine temporel au domaine fréquentiel. Parce qu'il y a franchement de quoi s'en mêler les pinceaux, et donc je pense que c'est intéressant d'avoir une petite synthèse comme ici. Donc supposons qu'on démarre avec un signal aléatoire x de t. Dans les définitions que je viens de vous donner ici, on l'avait plutôt noté n de t parce que c'était du bruit, donc du noise. Okay, mais voilà. Ici, en général, on va dire qu'on a un signal aléatoire x de t. On va supposer, la plupart du temps c'est le cas, que les unités de ce signal aléatoire, ce sont des volts. Okay,
Si on prend la transformée de Fourier de ce signal aléatoire x de t, on va obtenir ce qu'on appelle le spectre aléatoire. Le spectre aléatoire, on va le noter grand X de oméga. Okay. Donc à gauche, on est dans le domaine temporel, et à droite, ici, on est dans le domaine fréquentiel. Et au niveau des unités, si x de t c'est des volts, ce qu'on peut dire, c'est que le spectre aléatoire grand X de oméga, vu la définition de la transformée de Fourier, ce sont des volts par hertz. Alors, tant qu'on est dans la première ligne du tableau ici, on est toujours dans le domaine random, dans le domaine aléatoire. Ça veut dire que si je rejoue mon signal demain, après-demain et après-après-demain, j'aurai chaque fois des résultats différents. J'aurai chaque fois des x de t différents, j'aurai chaque fois des grands x de oméga différents. Mais à gauche, je suis dans le domaine temporel, j'ai des volts, et à droite, je suis dans le domaine fréquentiel, et j'ai des volts par hertz. Maintenant, je veux quitter le domaine random. Je veux passer d'un signal aléatoire à un signal déterministe. Eh bien, en temporel, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que au signal aléatoire x de t, je vais associer sa fonction de covariance, grand gamma x de taux. Comment est-ce que je passe du signal aléatoire x de t à la fonction de covariance gamma x de taux? Par la petite formule qui est là. C'est-à-dire que je vais calculer l'espérance mathématique de x de t centré multiplié par x de t moins taux centré. Quand je dis centré, ça veut dire que je retranche la moyenne. Évidemment, si la moyenne est nulle, je retranche 0 et donc ça n'a aucun effet. Et donc, si je connais la distribution de probabilité de x de t, je suis capable de calculer l'espérance mathématique qui est définie ici, et donc je suis capable de calculer la fonction de covariance associée à x de t. Et cette fonction de covariance, elle est déterministe. Si je la recalcule demain, après-demain et dans 3 jours, j'aurai chaque fois le même résultat. La covariance, ce n'est plus un signal aléatoire, la covariance, c'est une fonction du temps, c'est une fonction de taux ici, qui caractérise mon signal aléatoire x de t. Et on a vu que cette fonction de covariance, elle dépend d'un seul paramètre, qui est taux, qui doit être interprété comme un écart temporel. Taux, c'est l'écart entre les deux instants T1 et T2 auxquels j'observe mon signal aléatoire x de t. Et comme la covariance, vous le voyez dans la formule qui est là, mais donc c'est l'espérance mathématique d'un produit de x de t avec lui-même, mais observé à deux instants différents, les unités, ça ne peut plus être des volts. Forcément, ici, les unités, c'est des volts carrés. Parce que j'ai multiplié x de t par x de t moins taux, donc j'ai des volts fois des volts, ça fait bien des volts carrés, et je prends l'espérance mathématique du résultat. Et ça reste toujours des volts carrés. Donc là, je suis toujours dans le domaine temporel, mais je suis passé du random au déterministe. Et maintenant, si je prends la transformée de Fourier de ma fonction de covariance, eh bien, comme je l'ai défini ici plus haut, je vais obtenir ma Power Spectral Density en anglais. On utilise souvent l'abréviation PSD. PSD pour Power Spectral Density. Donc c'est la densité spectrale de puissance qui est définie comme étant la transformée de Fourier de la fonction de covariance. Et on la note donc petit gamma x de oméga. Et si la fonction de covariance était des volts carrés, eh bien la PSD, la Power Spectral Density, ce sont des volts carrés par Hertz. Et donc là, je suis à la fois dans le domaine déterministe et dans le domaine fréquentiel. Donc il faut essayer de ne pas confondre ces quatre fonctions, qui partent tout un petit peu du même point de départ, qui est mon signal aléatoire x de t, mais qui sont quatre choses tout à fait différentes, avec des unités tout à fait différentes. Le signal aléatoire en volts, le spectre aléatoire en volts par Hertz, la covariance en volts carrés, et la densité spectrale de puissance en volts carrés par Hertz. Voilà, donc ça c'est un petit récapitulatif. Alors, petite question en passant. Pourquoi est-ce que ma fonction ici, petit gamma x de oméga, qui est définie simplement comme la transformée de Fourier de ma fonction de covariance, pourquoi est-ce que j'ai le droit de dire que c'est bien une densité spectrale de puissance?
Alors, on va essayer de se rappeler comment fonctionne la transformée de Fourier. Si je vous parle de gamma x de 0, gamma x de 0, c'est ma fonction de covariance évaluée pour une valeur de taux qui est nulle. Je vous rappelle que taux, c'est quoi? C'est un écart temporel. Donc taux, c'est l'écart entre les deux instants auxquels j'observe mon signal x. Ok? Que devient la covariance quand j'observe deux fois mon signal x au même instant? La covariance, ça devient l'espérance de x à l'instant t multiplié par x au même instant t. J'ai plus de décalage temporel cette fois-ci. Je dis explicitement taux égale 0, donc je ne décale plus les deux instants auxquels j'observe mon signal x. Gamma x de 0, c'est l'espérance mathématique par rapport à la distribution de x, de x de t. Alors, si je veux être rigoureux, je dois écrire moins la moyenne. J'ai oublié mon accolade ici. Voilà. Et j'élève tout ça au carré. Donc, ma covariance évaluée pour un écart temporel nul, c'est l'espérance de x de t, éventuellement centrée, élevée au carré. Et ça, est-ce que ça vous choque si je dis que c'est sigma carré x? Ça, c'est la variance. Okay, donc la covariance évaluée en taux égale 0, c'est simplement la variance du signal x de t. Vous vous souvenez de cette fameuse variance qui est une des deux caractéristiques de la gaussienne? Okay. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la variance, donc c'est la variance, donc la covariance devient la variance, voilà. Et on peut considérer que derrière la variance se cache la notion de puissance. Hein, donc les unités, c'est des volts carrés. Bon, une puissance, on a plutôt l'habitude que l'unité, c'est des watts. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer de volts carrés à watts? Bah, si vous vous souvenez bien, il faut diviser par une impédance. Okay, donc, si on définit une impédance de référence égale à 1 ohm, de manière arbitraire, on peut dire qu'une variance en volts carrés ou une puissance en watts, c'est la même chose. Et si l'impédance de référence qu'on veut utiliser, c'est autre chose que 1 ohm, ben c'est pas grave. Dans ce cas-là, il y aura simplement un facteur de proportionnalité entre la variance et la puissance. Mais ce qui est clair, c'est que si on double la variance, on double les volts carrés, ben on va aussi doubler la puissance. Si on divise par 10 la variance, on divise par 10 les volts carrés, on va aussi diviser par 10 la puissance. Okay, donc la covariance évaluée en 0, c'est la même chose que la variance, et c'est proportionnel à la puissance. Donc on commence à se rapprocher tout doucement à la question que je posais au départ. Pourquoi est-ce que notre fonction ici, gamma x de oméga, j'ai le droit de dire que c'est la densité spectrale de puissance de mon signal? Eh ben, on va y arriver. On va y arriver parce que c'est quoi déjà la formule de la transformée de Fourier? Donc, je ne vais plus me faire les... Pas grave, on va partir de là. Gamma x de 0, c'est
c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de gamma x de oméga fois exponentielle de 2 pi j f de oméga. Donc ça c'est x tau. Donc là je viens d'écrire simplement le fait que la fonction de covariance gamma x de tau, c'est la transformée de Fourier inverse de la fonction petit gamma x de oméga. Et je me pose la question, est-ce que j'ai le droit d'appeler cette fonction petit gamma x de oméga une densité spectrale de puissance? On va voir que oui. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tau égale 0? Ça, c'est la formule générale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je remplace le taux qui est là par 0? Je dis taux égale 0. Ok. Donc la covariance évaluée en taux égale 0, comme c'est la transformée de Fourier inverse de la fonction petit gamma x de oméga, je vais ici remplacer taux par 0. Que devient mon exponentielle complexe? Mon exponentielle complexe devient exponentielle de 2 pi jf fois 0. Ah ben, ça c'est l'exponentielle de 0, et ça fait 1. Voilà. Et donc j'ai le droit d'écrire que ma covariance évaluée en taux égale 0, c'est l'intégrale de petit gamma x sur tout l'intervalle de fréquence qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et ça, je viens de voir que c'était proportionnel à la puissance. Parce que la covariance évaluée en 0, c'est la même chose que la variance. Et on a vu que la variance à une constante près, c'était la même chose que la puissance. Et bien du coup, vu comme ça, on comprend maintenant que la fonction petit gamma x de oméga représente bien la manière dont la puissance va se répartir sur tout l'intervalle de fréquence entre la fréquence nulle et la fréquence infinie. Et donc, la fonction qui est définie ici comme étant la transformée de Fourier de la fonction de covariance, j'ai bien le droit de l'appeler une densité spectrale de puissance. Ça va? Voilà. Ça, c'est des outils mathématiques importants pour comprendre ce qui se passe. Et puis on revient au point de départ, qui est le modèle de bruit que je veux utiliser en télécommunication, et en particulier pour comprendre un petit peu comment les modulations analogiques sont sensibles au bruit, c'est le modèle AWGN, avec un W comme weight. Oui, mais j'ai toujours pas dit c'était quoi du bruit blanc. Je l'ai dit intuitivement. J'ai dit oui, ok, intuitivement, on sent qu'on a un mélange de toutes les couleurs, et que donc, on a autant de puissance à toutes les fréquences du signal. Ben maintenant, on a des outils mathématiques un petit peu plus rigoureux pour définir tout ça. Du bruit blanc, c'est défini ici. On peut le considérer dans le domaine temporel ou on peut le considérer dans le domaine fréquentiel. Le plus facile à comprendre, c'est dans le domaine fréquentiel. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine fréquentiel? Eh bien, la fonction Power Spectral Density qui est là, la densité spectrale de puissance de mon bruit blanc, c'est égal à une constante. Vous voyez, ici, j'ai écrit n0,5. Je n'ai pas écrit que c'était une fonction de oméga. Donc, quelle que soit la valeur de oméga, quelle que soit la valeur de la fréquence à laquelle vous allez mesurer le bruit,
vous allez toujours mesurer la même chose, vous allez toujours mesurer la constante qu'on a l'habitude de noter n0,5. Je vais vous expliquer après d'où vient le 1,5. Peu importe pour l'instant le 1,5, ce qui compte, c'est que c'est une constante. Okay, et qu'on lui a donné un petit nom à cette constante, c'est N0. N0 qui est donc la densité spectrale de puissance du bruit blanc. Donc c'est une... Hop. Comme ça. Donc c'est important à comprendre ici, c'est qu'il s'agit bien d'une constante. C'est horizontal, ok? N0 représente la valeur de la constante, et donc quelle que soit la fréquence à laquelle vous regardez, à cette fréquence-là, à cette fréquence-là, à cette fréquence-là, vous avez toujours N0, alors N0,5 si on veut être tout à fait rigoureux, ok. On a toujours N0,5, donc c'est pas quelque chose qui varie avec la fréquence. Okay. On a toujours autant de puissance à toutes les fréquences. Ça, c'est l'interprétation du bruit blanc dans le domaine fréquentiel. Ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est l'interprétation du bruit blanc dans le domaine temporel. Alors, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Rappelez-vous le petit tableau ici qui nous dit que la densité spectrale de puissance, c'est la transformée de Fourier de la fonction de covariance. Donc la fonction de covariance, c'est la transformée de Fourier inverse de la densité spectrale de puissance. Et donc la question à 5 francs maintenant, c'est si dans le domaine fréquentiel, j'ai une constante, quelque chose d'horizontal comme ça, qu'est-ce que je vais avoir dans le domaine temporel? C'est quoi la transformée de Fourier inverse de quelque chose de constant? Youpi. Je vais le mettre un petit peu à côté ici, ça ira mieux. Hop. Si vous vous souvenez un petit peu de votre dictionnaire de transformée de Fourier, je vais aller le rechercher. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici à l'écran, je pense pas, il faut que je le partage. Hop, hop. Voilà, transformée de Fourier, ok. Donc ici, dans la colonne de gauche, j'ai le temporel, dans la colonne de droite, j'ai le fréquentiel. Ici, j'ai un petit dictionnaire de transformés, et regardez, pour avoir quelque chose de constant ici en fréquentiel, hein, f de oméga égale 1, qu'est-ce que j'ai en temporel d'équivalent? En delta de Dirac. Ok. Donc si ici en fréquentiel, j'ai quelque chose de constant, bien en temporel, au niveau de ma fonction de covariance, je vais avoir un beau delta de Dirac, avec une certaine hauteur associée, évidemment, qui est toujours la même, hein, n0,5. Donc j'ai l'équation ici qui me dit que la fonction de covariance de mon bruit blanc, c'est n0,5 fois delta de taux. Donc la fonction de covariance de mon bruit blanc est de type Dirac. Alors qu'est-ce qui est bien dans ce Dirac? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce Dirac? C'est pas tellement la flèche qu'on a à l'origine, c'est surtout que partout ailleurs, quand vous regardez votre delta de Dirac partout ailleurs qu'à l'origine, vous avez 0. Okay, c'est implicitement compris dans la définition du delta de Dirac qui se trouve ici. Et donc comment est-ce que je peux comprendre cette propriété du bruit blanc, que sa fonction de covariance est en delta de Dirac? Et je peux le comprendre comme le fait que quand je m'intéresse à l'espérance mathématique de mon bruit à l'instant t multiplié par le même bruit à l'instant t moins taux, donc légèrement décalé, quelle que soit la valeur de taux différente de 0, pour peu que taux ne soit pas nul, autrement je serai à l'endroit de mon delta de Dirac, ben dès que je m'intéresse à l'espérance du bruit multiplié par le bruit à un autre instant, le résultat, il est nul, hein, qui correspond au 0 de la droite horizontale ici en rouge.
Et donc ça, c'est une interprétation importante du bruit blanc, c'est qu'à partir du moment où vous observez le bruit à deux instants qui ne sont pas identiques, dès que vous observez le bruit à deux instants différents, la covariance est égale à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire une covariance égale à 0? Eh bien, pour du bruit gaussien, le fait d'avoir une covariance égale à 0, ça veut dire que les deux variables aléatoires correspondant aux deux bruits à l'instant t et à l'instant t moins tôt, eh bien ces deux variables aléatoires, si leur covariance est nulle, ça veut dire que ces deux variables aléatoires sont indépendantes. Ok? Intuitivement, ça veut dire quoi? Il n'y a aucune corrélation entre eux. Autrement dit, si à l'instant t, votre bruit vaut 5 volts, j'invente, à l'instant t moins tôt, donc juste avant, ou t plus tôt si vous préférez, juste après, votre bruit peut valoir n'importe quoi. C'est pas parce qu'il valait 5 volts à l'instant t qu'il est obligé de rester dans le voisinage de 5 volts à l'instant t plus tôt. Il peut varier instantanément. Même si taux est minuscule. Donc taux, ça peut être tout petit, parce que dans le delta de Dirac qui est dessiné ici, on passe instantanément de la flèche à l'horizontale dès qu'on s'écarte de 0. Et donc si vous regardez votre bruit à l'instant t et à l'instant t plus une milliseconde, ou bien t et t plus une microseconde, t ou t plus une picoseconde, t ou t plus un milliardième de milliardième de milliardième de picoseconde, ça n'a pas d'importance. Vous regardez à deux instants qui ne sont pas identiques. Les deux valeurs sont décorrélées, et donc indépendantes. Et donc même si à t vous aviez 5 volts, il n'y a rien qui vous interdit d'avoir moins 5 volts à t plus tôt. Ok? Et ça, c'est très spécial comme caractéristique. Parce que pour qu'un signal puisse, alors qu'il valait par exemple 5 volts à l'instant t, pour qu'il puisse valoir n'importe quoi à l'instant t plus tôt, de quoi est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être capable de varier très vite. Et pour pouvoir varier très vite, de quoi est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de puissance, y compris dans des hautes fréquences. Ok? S'il varie instantanément de plus 5 volts à moins 5 volts, d'un instant, au même instant, plus une milliseconde, ça veut dire qu'il a besoin de beaucoup de puissance à 1 kHz. D'un instant, au même instant, plus une microseconde, ça veut dire qu'il a besoin de beaucoup de puissance à 1 MHz. D'un instant, au même instant, plus une nanoseconde, ça veut dire qu'il a besoin de beaucoup de puissance à 1 GHz. Et ainsi de suite, et ça ne s'arrête jamais. Ok? Donc pour qu'un signal puisse varier instantanément dans le temps, et donc que les valeurs observées à deux instants différents qui ne sont pas identiques soient complètement décorrélées, obligatoirement, vous avez besoin de composantes fréquentielles à toutes les fréquences, y compris aux fréquences les plus élevées. Et ça correspond bien à la densité spectrale de puissance de votre bruit blanc, qui est horizontale. Ok? Voilà, donc ça c'est une explication sur la notion de bruit blanc. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose que je considère comme assez tuyau pour l'examen, que donc je vais insister très fort sur le fait que vous soyez capable de m'expliquer ce que c'est qu'une fonction de covariance, ce que c'est qu'une densité spectrale de puissance, ce que ça veut dire AWGN, ce que veut dire le W, ce que veut dire le G, comment on peut interpréter un bruit AWGN dans le domaine temporel, comment on peut interpréter un bruit AWGN dans le domaine fréquentiel. Okay, c'est des notions que je considère comme importantes, et donc voilà, j'insiste assez fort. Et si vous avez, parce que c'est pas toujours facile de comprendre des notions compliquées quand on vous les explique la première fois, si vous n'avez pas bien compris ce que je vous ai raconté là maintenant, prenez votre temps pour aller revoir ces notions dans le livre de Aikin et bien les approfondir. Ok. Alors on va revenir au transparent. Oups. Raté. Donc maintenant qu'on a donné cette petite explication sur le modèle de bruit AWGN,
On va se poser la question, supposons que mon bruit, maintenant, vient se superposer à un signal de type modulation analogique. Comment est-ce que le message qu'on veut transmettre de l'émetteur vers le récepteur va se retrouver fortement dégradé ou faiblement dégradé? C'est un petit peu ça la question de la robustesse des modulations analogiques vis-à-vis du bruit. Alors on a un modèle général qui va nous permettre de comparer les différentes modulations analogiques entre elles pour voir s'il y en a qui sont plus robustes, s'il y en a qui sont moins robustes. Donc le modèle de canal, il est situé ici sur la figure de droite, où vous voyez qu'on a au départ un signal modulé, qui peut être de type AM ou FM, ou voilà, peu importe, toutes les variantes possibles et imaginables. Et votre signal modulé, rappelez-vous qu'il y a un message qui se cache à l'intérieur, et c'est ce message qu'on veut protéger. La porteuse, on s'en fiche, la porteuse, elle ne contient pas d'informations. Donc si on pouvait avoir, par magie, que tout l'effet du bruit se mettrait sur la porteuse, mais sans abîmer le message, on serait content. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, le bruit, il va attaquer la porteuse et il va attaquer le message qui est contenu dans le signal modulé aussi. Donc notre signal modulé S de T, il va venir recevoir ici dans l'additionneur, du bruit, noise, W de T. Okay, et ce bruit, il est de type AWGN. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Donc il est gaussien et il est blanc. Donc on a la somme du signal et du bruit blanc qui va passer dans un filtre passe-bande. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on va vouloir faire pour éliminer l'effet du bruit, forcément, en sachant que le bruit, il existe à toutes les fréquences, on vient de dire que c'était du bruit blanc, ça veut dire que le bruit a autant de puissance à toutes les fréquences, ce qu'on va faire, c'est éliminer le bruit dans les bandes de fréquences où il n'y a pas de signal. Mon signal modulé S de T qui est là, rappelez-vous, il y a une certaine bande passante autour de la fréquence porteuse. À l'extérieur de cette bande passante, il n'y a que du bruit. Donc, autant éliminer tout ce qui se trouve à l'extérieur de la bande passante. Et pour éliminer tout ce qui se trouve à l'extérieur de la bande passante du signal S de T, on utilise un filtre passe-bande. Ce filtre passe-bande, il va donc être centré sur la fréquence porteuse FC, et il va avoir une largeur de bande égale à BT, BT qui est la bande passante du signal modulé S de T. Okay, donc en sortie du filtre passe-bande, on va se retrouver avec notre signal modulé qui lui est passé de manière complètement indolore à travers le filtre. Lui n'a pas été modifié par le filtre, vu que le filtre laisse passer, par définition, tout ce qui se trouve dans la bande autour de FC et d'une largeur BT. Donc là, ça correspond bien à notre signal S de T. Donc, le signal S de T n'est pas abîmé par le filtre passe-bande. Par contre, le bruit blanc, lui, une fois qu'il est passé à travers le filtre passe-bande, il n'est plus blanc. Parce qu'il n'y a que les fréquences à l'intérieur du filtre passe-bande qui sont passées, les autres ont été parfaitement éliminées. Okay, donc là, ici, on a notre signal modulé plus du bruit qui n'est plus blanc. Alors pour la petite histoire, du bruit qui est blanc qui a été filtré, on appelle ça du bruit coloré. Mais forcément, vous avez du blanc, vous enlevez certaines couleurs, le résultat n'est plus blanc. Okay, et un bruit qui n'est plus blanc, on appelle ça du bruit coloré. Alors ici, on se retrouve donc avec notre signal modulé bruité, avec du bruit coloré, qui va passer à travers le démodulateur. Parce que le but du jeu, c'est d'extraire de S de T le message qui contient l'information. Et malheureusement, le démodulateur, plutôt que d'être attaqué par un signal S de T tout beau, tout propre, il va être attaqué par un signal S de T corrompu par du bruit coloré. Et donc, à la sortie du démodulateur, plutôt que de retrouver notre beau message tout beau, tout propre, on va retrouver notre message abîmé. Et on va essayer de mesurer de combien notre message va être abîmé. Donc le modèle de récepteur, c'est deux étapes, très simples. Un filtre passe-bande centré sur la fréquence porteuse FC et de bande passante BT, correspondant à la bande passante du signal modulé, suivi d'un démodulateur qu'on va considérer comme idéal. Donc si c'est une modulation DSB, le démodulateur qui est là, c'est un détecteur cohérent qu'on va supposer idéal, on va supposer qu'il ne commet pas d'erreur de phase. Si c'est une modulation FM, le démodulateur qui est là, c'est un démodulateur FM qui va récupérer
un signal proportionnel à la déviation de fréquence instantanée. Okay, mais on suppose que le démodulateur, lui, il est parfait, parce on s'intéresse uniquement à l'effet du bruit. Alors on a vu que pour un bruit blanc, on a l'habitude de noter par la constante N0, hein, la valeur constante donc, de la densité spectrale de puissance. Donc, la densité spectrale de puissance du bruit, c'est N0, en fait c'est N0 demi. Et le N0 demi, le 1 demi, je vais vous expliquer maintenant un petit peu à quoi il sert. Le bruit filtré. Alors le bruit filtré, donc le bruit coloré si vous voulez, donc c'est le bruit W de T qui est passé à travers le filtre passe-bande. Alors s'il est passé à travers le filtre passe-bande, ça veut dire que sa densité spectrale de puissance n'est plus égale à une constante. Alors il y a une petite formule mathématique toute simple pour savoir que devient la densité spectrale de puissance dans signal aléatoire quand ce signal aléatoire passe à travers un système linéaire, comme un filtre par exemple. Ben, c'est pas compliqué. La densité spectrale de puissance de la sortie sera égale à la densité spectrale de puissance de l'entrée multipliée par la réponse en fréquence du filtre élevée au carré. Pour être plus rigoureux, c'est le module carré de la réponse en fréquence du filtre qu'on doit multiplier. Donc rappelez-vous qu'une réponse en fréquence, en général, c'est complexe. Hein. Alors ici, comme on est sur un passe-bande supposé idéal, la réponse en fréquence du passe-bande, on va considérer que c'est 0 à l'extérieur de la bande passante et 1 à l'intérieur de la bande passante. Et ça, c'est un filtre passe-bande idéal. Un vrai filtre passe-bande, évidemment, il ne va pas être aussi simple que ça. Il va avoir toute une bande de transition entre l'extérieur de la bande passante et la bande passante. Et dans cette bande de transition, on aura une réponse en fréquence qui sera en général complexe. Okay, et donc, pour connaître la densité spectrale de puissance de la sortie, on prend la densité spectrale de puissance de l'entrée et on la multiplie par le module carré de la réponse en fréquence du filtre. Donc, dans notre petit modèle tout simple ici, le module carré du filtre passe-bande, hein, ça va être 0 à l'extérieur du filtre et 1 à l'intérieur du filtre, tout simplement. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que le bruit coloré qui se retrouve ici en sortie du filtre passe-bande, eh bien le bruit coloré, il va avoir une densité spectrale de puissance qui correspond à la courbe ici. Donc la courbe qui est là, hein, Sn de f, ça représente la densité spectrale de puissance du bruit coloré, donc du bruit blanc après son passage à travers le filtre passe-bande. Et vous voyez que, alors qu'on avait N0,5 à toutes les fréquences à l'entrée du filtre, ben forcément, à la sortie du filtre, comme on a multiplié par le module carré de la réponse en fréquence du filtre, ben à l'extérieur du filtre, N0,5 fois 0 au carré, ça fait 0. Et à l'intérieur du filtre, N0,5 fois 1 au carré, ben ça fait N0,5. Et donc on a bien ici deux rectangles de hauteur N0,5 et de largeur égale à la largeur du filtre, qui vaut donc BT. Okay, donc ça, la figure qui est là, ça représente la densité spectrale de puissance de mon bruit après son passage à travers le filtre passe-bande. Et si ça, c'est une densité spectrale de puissance, comment est-ce que je fais pour calculer la puissance du bruit? Bah, la puissance, c'est l'intégrale de la densité spectrale de puissance. Donc en fait, tout ce que je dois faire pour avoir la puissance de mon bruit, c'est calculer la surface en dessous de la courbe qui est là. Hein, parce que je calcule l'intégrale de ma densité de puissance. C'est logique qu'une puissance soit l'intégrale d'une densité de puissance. Hein. On calcule, on additionne, si vous voulez, les densités de puissance à toutes les fréquences. Et quand on a fini de tout additionner, ben on a la puissance totale du bruit. Donc la question que je dois me poser, c'est quelle est la surface que j'ai ici en dessous de ma courbe? Ben, c'est pas compliqué, c'est la somme des surfaces de deux rectangles. Donc j'ai base fois hauteur plus base fois hauteur. Et ça tombe bien, les deux rectangles sont identiques. La base du rectangle, c'est BT, la hauteur du rectangle, c'est N0,5. Donc j'ai BT fois N0,5 plus BT fois N0,5, ça fait N0BT. Et donc comme j'ai deux rectangles identiques dans les fréquences négatives et dans les fréquences positives, si vous voulez, c'est ce facteur 2 qui va venir se simplifier avec le facteur 1,5. C'est pour ça qu'on met le 1,5. Quand on définit la densité spectrale de puissance du bruit blanc,
on les définit non pas comme étant n0, mais comme étant n0 demi, de manière à ce que, une fois qu'on a fait l'intégrale qui est là, et qu'on doit faire 2 fois, parce qu'on l'a fait une première fois dans les fréquences négatives et puis une deuxième fois dans les fréquences positives, et bien on a un facteur 2 qui vient simplifier avec le facteur en demi, et le résultat est plus simple, c'est que la puissance du bruit filtré, c'est simplement n0 fois bt. Alors ce bruit filtré, dont la puissance vaut n0 fois bt et dont la densité spectrale de puissance est donnée par cette figure, ce bruit filtré, on peut dire que c'est un signal en bande passante. Si vous vous souvenez bien, le tout premier chapitre qu'on a vu ensemble sur la représentation des signaux en bande passante, hein, dès que le spectre d'un signal ne démarre pas à la fréquence nulle, mais existe seulement autour d'une certaine fréquence porteuse fc, comme ici, eh bien, on peut dire qu'il s'agit d'un signal en bande passante, et on a vu qu'on pouvait représenter n'importe quel signal en bande passante de cette manière-ci, comme étant la somme de 2 signaux en bande de base qui multiplient respectivement le cosinus et le sinus d'une porteuse sinusoïdale à fréquence fc. Et donc le bruit filtré qui est contenu ici à l'intérieur de x de t, hein, mon bruit filtré, que je vais noter n de t, donc w de t c'était le bruit blanc avant filtrage, et n de t c'est le bruit filtré, ici à la sortie du filtre passe-bande. Mon bruit filtré, comme il a cette tronche-là au niveau spectral, j'ai le droit de dire qu'il s'écrit comme étant une première composante de Rice fois le cosinus de la porteuse, plus une deuxième composante de Rice fois le sinus de la porteuse. Okay, et NI de t et NQ de t, ce sont donc les deux composantes de Rice de mon bruit filtré. Et si vous allez revoir le chapitre sur la représentation des signaux en bande de base, en bande passante, pardon, ben, vous allez retrouver notamment une propriété qui est que les deux composantes de Rice, NI de t et NQ de t, elles ont toutes les deux, a priori, la même puissance que le signal de départ. Donc si la puissance de n de t, c'est n0 fois bt, ben, je peux dire que NI de t a aussi une puissance n0 fois bt, et NQ de t a aussi une puissance n0 fois bt. Alors, est-ce que c'est intuitif tout ça? Est-ce que ça correspond à l'intuition? Est-ce que c'est logique qu'en combinant deux signaux NI de t et NQ de t qui auraient tous les deux une puissance n0 fois bt, le résultat est toujours une puissance n0 fois bt? Ben oui, parce qu'en fait, comme vous les multipliez chacun par le cosinus ou le sinus d'une porteuse, hein, le cosinus ou le sinus va réduire la puissance par 2. Et donc si NI de t a une puissance n0 fois bt, le fait de le multiplier par un cosinus va diviser la puissance par 2. Donc vous aurez n0 fois bt sur 2. Et si nq de t a une puissance n0 fois bt, le fait de multiplier par un sinus va aussi diviser sa puissance par 2. Et donc les deux termes de la somme qui sont là, en fait, ont tous les deux une puissance n0 bt demi. Et quand vous additionnez ces deux termes qui sont indépendants, donc leurs puissances vont s'additionner, et le résultat de la somme aura bien une puissance qui vaut n0 fois bt. Voilà, et donc ici, au niveau de l'entrée du démodulateur, donc après le passage à travers le filtre passe-bande, on a une représentation toute simple qui est simplement le fait que x de t, le signal qui va attaquer notre démodulateur, est égal à s de t, le signal modulé, qui lui est passé sans encombre à travers le filtre passe-bande, plus le bruit coloré n de t, qui peut s'écrire comme ça, et dont la densité spectrale de puissance est représentée par la figure ici à droite. Ça, c'est notre modèle général de bruit. Et à partir de là, en fonction des différents types de modulation, AM, FM, etc., on va voir ce qui se passe au niveau maintenant de l'étape de démodulation. On va voir en quoi le démodulateur va être capable d'extraire le message à partir de son entrée bruitée X de t. Alors pour pouvoir comparer, je dirais de manière fair-play, les différents types de modulation analogique, il faut qu'on définisse un indice de performance par rapport au bruit. Pour définir cet indice de performance par rapport au bruit, on s'intéresse en fait, en général, pour qualifier la qualité d'un signal, on s'intéresse à ce qu'on appelle le rapport signal à bruit. Le rapport signal à bruit, en anglais, ça se dit signal to noise ratio.
Okay, Signal to Noise Ratio, donc l'abréviation c'est SNR. Alors il existe plusieurs SNR dans le modèle auquel on s'intéresse. On peut regarder ce qui se passe à l'entrée du démodulateur, comme on peut regarder ce qui se passe à la sortie du démodulateur. Alors on va définir ici 3 SNR différents, 3 Signal to Noise Ratio différents. Le premier, c'est avec un petit indice I qui est là. L'indice I veut dire input. Donc c'est le SNR à l'entrée. À l'entrée de quoi? À l'entrée du démodulateur. Donc c'est le SNR ici. C'est le SNR sur le signal X de T. On est à l'entrée du démodulateur, et donc on a X de T égale S de T plus N de T. Donc c'est une somme. Dans cette somme, il y a un signal qui nous intéresse, et il y en a un autre qui nous emmerde. C'est le bruit, N de T. Et le rapport signal à bruit, c'est le rapport entre la puissance de ce qui nous intéresse et la puissance de ce qui vient nous perturber. Okay? Donc dans le cas du SNR à l'entrée du démodulateur, on peut dire qu'on a la puissance de ce qui nous intéresse, donc la puissance de S de T, divisée par la puissance de ce qui nous perturbe, donc la puissance de N de T. Alors ce qui nous intéresse, c'est la puissance d'un signal modulé. Vous vous souvenez qu'en général, on définit l'amplitude du signal modulé comme étant AC. AC pour amplitude carrier, okay, amplitude à la puissance porteuse. Et donc si on a une porteuse d'amplitude AC, la puissance de cette porteuse, ça va être AC carré demi. Vous savez bien que quand vous avez une sinusoïde d'amplitude donnée, la puissance de cette sinusoïde, c'est le carré de l'amplitude divisé par 2. Okay, ça va être le numérateur de notre SNR. Le dénominateur du SNR, c'est la puissance du bruit. C'est la puissance de ce deuxième terme ici. La puissance du terme qui vient nous perturber. Et on vient de voir que la puissance du bruit, qui est en fait l'intégrale de la courbe ici à droite, c'est N0 fois Bt. Donc, notre SNR, c'est au numérateur AC carré demi, et au dénominateur N0 fois Bt. Donc le SNR à l'entrée, il est assez facile à calculer. Okay, c'est le rapport signal à bruit à l'entrée du démodulateur. Après, il y a le rapport signal à bruit à la sortie du démodulateur. Donc, SNR en sortie, donc sortie en anglais c'est output, donc c'est SNR avec indice O. Et donc à la sortie du démodulateur, mon SNR, ça va donc être le rapport entre la puissance du signal utile, et c'est quoi que je retrouve d'utile à la sortie de mon démodulateur? Si tout se passe bien, mon démodulateur, il me donne le message. Hein, il sert à récupérer le message qui est caché dans S de T. C'est à ça qu'il sert, le démodulateur. Donc la partie utile de la sortie, c'est la puissance du message démodulé. Divisé par, alors j'ai quoi au dénominateur? Au dénominateur, j'ai la puissance du bruit ramené à la sortie du démodulateur. Et ça, c'est pas trivial. Il va falloir qu'on calcule un petit peu pour voir que devient le bruit qui est caché dans X de T, le bruit coloré, hein, le bruit coloré qui se trouve ici à l'intérieur du X de T, qu'est-ce qu'il va devenir, lui, quand il va passer à travers le démodulateur? Il va aussi donner une composante sur la sortie, qui aura une certaine puissance, qui va se retrouver au dénominateur du SNR. Okay, donc puissance du bruit ramenée à la sortie du démodulateur. Ça, on ne sait pas encore combien c'est. On va voir dans l'un ou l'autre exemple. Et puis il y a une troisième définition possible du SNR. Alors c'est SNR indice C, avec petit c qui est la première lettre de channel. Et l'idée, c'est que c'est encore un SNR qui est différent du SNR à la sortie. C'est qu'on va se poser la question suivante, tiens, au fond, si je n'avais pas modulé, et si j'avais décidé d'envoyer directement mon message sur le canal, sans utiliser de porteuse, et donc sans modulateur, sans démodulateur, qu'est-ce que j'aurais obtenu comme rapport signal à bruit en sortie de mon récepteur? Donc mon récepteur, dans ce cas-ci, il n'aurait pas eu besoin de démoduler. Donc le principe aurait été le suivant. On aurait eu un message qui aurait été transmis en consommant le même nombre de watts que le signal modulé. Parce que si on veut faire une comparaison qui soit fair play, ben forcément, on doit consommer le même nombre de watts.
Donc j'envoie ici mon message avec la même puissance que mon signal modulé, et donc sans utiliser de porteuse, et puis j'attaque directement mon message avec le bruit blanc. Et puis, je mets non plus en filtre passe-bande cette fois-ci. C'est plus en passe-bande dont j'ai besoin si je suis en bande de basse avec le message. Ce que j'ai besoin pour nettoyer mon signal reçu par rapport au bruit, c'est un filtre passe-bas. Okay, et donc je vais mettre en filtre passe-bas de largeur W, W qui est la bande du message, et je vais directement avoir en sortie mon message avec un petit peu de bruit résiduel. Et sur cette sortie, je vais mesurer le SNR. Je vais mesurer le rapport signal à bruit. Okay, et à ce moment-là, j'obtiens une troisième mesure de rapport signal à bruit, si vous voulez, qui est le SNR indice C. Et donc, pour caractériser la robustesse d'une modulation analogique vis-à-vis du bruit, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer ces différents SNR entre eux. Et donc, il y a deux manières de les comparer. Soit on compare le deuxième avec le premier, donc on compare le SNR de sortie avec le SNR d'entrée, et on parle à ce moment-là du gain de démodulation. Le gain de démodulation, c'est le SNR en sortie du démodulateur divisé par le SNR que j'avais à l'entrée du démodulateur. Si ce gain est positif dans le sens plus élevé que 1, ça veut dire que mon SNR s'améliore. Quand je regarde la situation à l'entrée, il y a un certain SNR qui vaut ce qu'il vaut, et puis je regarde le SNR en sortie, je vois que le SNR est plus élevé, parce que mon gain est plus grand que 1. À ce moment-là, ma modulation, en quelque sorte, elle a protégé mon message contre le bruit. Okay, et donc, si je veux comparer différentes modulations analogiques entre elles, je vais essayer de trouver laquelle a le gain le plus élevé. Et puis une autre manière de comparer équitablement l'efficacité des différents types de modulation, c'est de calculer ce qu'on appelle un facteur de mérite, qui est un terme qui veut dire pas grand-chose d'autre qu'un gain finalement. Et ce facteur de mérite, ici, on va le caractériser comme étant le SNR de sortie comparé non plus au SNR d'entrée, mais au SNR channel, c'est-à-dire au SNR que j'aurais eu si j'avais directement envoyé mon message en bande de base sans utiliser de porteuse. Et là aussi, je peux éventuellement constater une amélioration qui serait donc intimement liée au fait que j'ai modulé avec un certain type de modulation analogique, plutôt que d'envoyer directement le message en bande de base cette fois-ci. Alors, commençons par regarder l'effet du bruit sur les modulations d'amplitude. Alors, le plus simple, c'est l'effet du bruit sur la DSB en particulier. Et donc, on sait que le démodulateur qu'on utilise en DSB, il a un nom, hein, il a un nom particulier, ce démodulateur, c'est le détecteur cohérent. Alors, quel est l'effet du bruit sur un détecteur cohérent? Donc ici, sur la figure du bas, on a la chaîne de démodulation complète. Hein. Voilà, ici, c'est la partie droite de la figure. Donc, on démarre avec notre signal modulé S de T, mais cette fois-ci, on a mis une hypothèse supplémentaire, c'est que c'est pas n'importe quoi comme signal modulé, c'est un signal DSB-SC. Donc, double sideband, attaqué par du bruit blanc, on fait la somme du signal et du bruit, on passe à travers le filtre passe-bande pour donner X de T qui sera donc notre signal modulé plus du bruit coloré. Et puis maintenant, on attaque le démodulateur en tant que tel. Cette fois-ci, comme notre signal modulé est de type DSB, on sait que le démodulateur, il est constitué d'un détecteur cohérent, lui-même constitué de deux étapes. Hein, on fait le produit du signal reçu avec une réplique locale de la porteuse. C'est ce qu'on a vu ensemble il y a 2 semaines. Et puis le résultat, on le fait passer à travers un filtre passe-bas, qui va éliminer les composantes haute fréquence pour ne conserver que ce qui se trouve en bande de base. Et ici, en sortie, on va retrouver Y de T, qui sera donc notre message démodulé, et malheureusement un petit peu corrompu par le bruit W de T qui a été appliqué ici tout à gauche. Alors, comment est-ce que je peux calculer mes SNR sur base de ce modèle? On va d'abord prendre un certain nombre d'hypothèses sur le message. Donc le message, par définition, il est aléatoire, hein, au même titre que le bruit. Hein. Rappelez-vous ce que j'avais dit au premier cours. Quasiment tout est aléatoire dans un processus de communication, que ce soit le canal, le bruit ou l'information qu'on veut transmettre. Si le récepteur connaissait à l'avance l'information qui va être transmise par l'émetteur, on ne se fatiguerait pas à utiliser le système de communication.
Donc c'est bien parce que le message est inconnu qu'on doit le faire passer à travers le canal et le récupérer à travers un récepteur. Et donc le message peut être considéré comme un message aléatoire, avec une certaine densité spectrale de puissance, lui aussi, une certaine bande passante, et une certaine puissance, P, qui sera donc l'intégrale de la densité spectrale de puissance du message, sur toute la bande passante qui va de 0 à W. Ok ? Donc on ne peut pas dire grand-chose de plus sur ce message, si on veut rester général. Le message, on peut le caractériser finalement par sa bande passante W, et par sa puissance grand P. Alors on a une porteuse AC cosinus de pi FCT, qui aura donc une puissance AC carré demi. Une sinusoïde d'amplitude donnée, ben, la puissance de cette sinusoïde, c'est le carré de l'amplitude divisé par 2. Et la porteuse, ben, elle est statistiquement indépendante du message M de T. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour fabriquer un signal DSB? Ben, simplement, on multiplie les deux entre eux. On multiplie le message avec la porteuse. Et donc quand on veut multiplier entre eux deux signaux qui sont indépendants, qu'est-ce qui se passe au niveau de la puissance? Ben, vous avez simplement les puissances qui se multiplient entre elles. Ok? Donc la puissance de la porteuse multiplie. Donc c'est AC carré demi puissance de la porteuse, multiplié par P la puissance du message. Le résultat fait donc AC carré fois P sur 2. Ça, c'est la puissance du signal modulé, et donc c'est la puissance qui va se retrouver au numérateur de notre SNR à l'entrée du démodulateur. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer le signal V de T qui se trouve ici, au milieu de notre détecteur cohérent? Alors rappelez-vous qu'ici, à l'entrée, on a le signal modulé, donc M de T fois la porteuse, plus le bruit blanc qui a été filtré. Le bruit blanc qui a été filtré, il peut s'écrire comme ça, hein, NI de T cos porteuse, moins NQ de T sinus porteuse. Et tout ça va être multiplié par le cosinus de pi FCT qui est généré ici par l'oscillateur local. Ben, si on remet tout ça ensemble, donc vous avez la porteuse fois le message, fois encore une fois la porteuse. Donc on va avoir du cos carré, vous savez que ça fait 1 demi fois 1 plus cosinus 4pi FCT. Donc le message il est bien multiplié par AC demi ici, et il est bien multiplié par 1 demi cosinus 4pi FCT. Donc, le message, au total, il a été multiplié 2 fois par la porteuse. Hein, une première fois dans le modulateur DSB, une deuxième fois dans la boîte qui est là. Et puis vous avez le bruit filtré ici, qui s'écrit NI de T cosinus moins NQ de T sinus, qui lui va aussi être multiplié par le cosinus. Donc vous aurez du NI de T cosinus fois cosinus, donc NI de T fois 1 demi, plus NI de T fois 1 demi cosinus 4pi FCT. Le NI de T, finalement, il va subir la même chose que le message. Par contre, le NQ de T, qui lui multiplie le sinus de la porteuse, et quand vous allez multiplier par le cosinus de l'oscillateur local, ce que vous allez obtenir, en fait, c'est 1 demi NQ de T fois sinus 4pi FCT. Et donc, le V de T qui se trouve ici au milieu de mon détecteur cohérent, il est constitué de tout ça. 1, 2, 3, 4, 5 termes. Dans ces 5 termes, on l'attrape. Ah oui, parce que lui faire subir à notre V de T, on va lui faire subir la deuxième étape du détecteur cohérent, c'est-à-dire un filtre passe-bas qui élimine tout ce qui n'est pas en bande de base. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas en bande de base ici? Ben, tout ça. Tout ça qui multiplie le cosinus ou le sinus de la porteuse à fréquence 2SC. Donc, tout ça passe à la trappe, tout ça ne passe pas la barrière du filtre passe-bas qui se trouve ici. Et donc, ce qu'on va retrouver à la sortie du filtre passe-bas, donc à la sortie de notre démodulateur, finalement, c'est Y de T est égal à AC demi M de T plus 1 demi NI de T. Donc en quelque sorte, si on reprend ici l'expression de notre bruit filtré avec les deux composantes de Rice, NI de T et NQ de T, ben tout se passe comme si NI de T passait à travers le démodulateur, et NQ de T, qui lui est en sinus par rapport à la porteuse, lui se fait parfaitement arrêter. Ok ?
Donc la composante en quadrature du bruit, NQ de T, est complètement éliminée. Et ça, c'est une caractéristique qui est propre au détecteur cohérent. Donc si ça, c'est notre signal avec une composante utile plus une composante perturbatrice qui va se retrouver en sortie de notre détecteur cohérent, ben on peut calculer facilement le SNR lié à cette équation. Donc le SNR, Signal to Noise Ratio, c'est la puissance du terme utile, donc du premier terme, divisé par la puissance du terme perturbateur, donc du deuxième terme. Alors la puissance du signal démodulé, c'est, on a AC demi m de t, donc ça va donner AC carré sur 4 fois la puissance de m de t, donc AC carré sur 4 fois P. Donc AC carré sur 4 fois P, c'est la puissance de ce premier terme ici. Et la puissance de ce terme-là, ça va être 1 quart fois la puissance de Ni de t. Et la puissance de Ni de t, on sait que c'est N0 fois W. Alors, donc ici, la puissance de bruit en sortie du démodulateur s'obtient de cette manière-là. Donc, pour calculer mon SNR, il suffit de faire le ratio, de calculer la fraction avec au numérateur la puissance du terme utile et au dénominateur la puissance du terme perturbateur. Numérateur, dénominateur, ici, numérateur, dénominateur, alors qu'en entrée, on avait AC carré fois P sur 4 divisé par 2BTN0. Et comme on sait que ici on est dans un cas particulier, la DSB, où on sait que la bande passante du signal modulé, c'est égal à 2W. Hein, c'est égal à 2 fois la bande passante du message. Hein, ça c'est spécifique au fait qu'on est en DSB. Si on avait été en SSB, il n'y aurait pas eu ce facteur 2. On aurait dit que la bande passante du signal modulé était égale à 1 fois la bande passante du message. Et donc au final, on a le SNR d'entrée qui vaut ça, on a le SNR de sortie qui vaut ça, et si on fait le rapport entre les deux, on voit qu'il y a un facteur 2. Le SNR de sortie, il est 2 fois plus élevé que le SNR d'entrée. Donc le gain vaut 2. Et si on fait l'exercice de considérer ce qui se serait passé si on avait envoyé directement le message en bande de base sans utiliser de porteuse, et qu'on obtiendrait en sortie en SNR en sortie du modèle en bande de base qui serait égal à AC carré P sur 2WN0, c'est-à-dire le même SNR qu'en sortie du démodulateur. Et donc, à ce moment-là, si on fait le rapport entre les deux, entre ce SNR-là et ce SNR-là, on voit qu'ils sont identiques. Et donc, on a un facteur de mérite qui vaut 1. Donc, pour la modulation DSB avec détection cohérente, on en conclut qu'au final, le gain est égal à 2 et le facteur de mérite est égal à 1. Et on aurait le même résultat, on aurait le même facteur de mérite pour la SSB. Donc, le résultat qui est là, il n'est pas propre à la DSB, il serait identique avec la SSB. Donc si le facteur de mérite vaut 1, en quelque sorte, on doit interpréter ça par on n'a rien gagné. On n'a rien gagné, c'est-à-dire on n'a rien perdu non plus. Le fait qu'on ait modulé avec une porteuse à haute fréquence ne nous a ni renforcé ni affaibli par rapport au bruit. C'est juste que c'est transparent, ça ne change pas. Et effectivement, dans le cas d'une modulation d'amplitude, ce qu'on peut dire, c'est que le seul effet de la modulation, c'est d'avoir une translation du spectre. Il n'y a pas d'effet de protection contre le bruit. Et en fait, on ne peut pas dire qu'on va, par exemple, échanger une robustesse au bruit contre la bande passante et dire, voilà, on aura une meilleure protection, on va consommer plus de bande passante, mais on sera mieux protégé. Non, en modulation d'amplitude, ça ne marche pas comme ça. Et on va voir, par contre, qu'on n'aura pas la même conclusion pour la modulation de fréquence. Donc, au niveau de la robustesse vis-à-vis du bruit, ce qu'on peut dire en modulation d'amplitude, c'est qu'on ne gagne rien et on ne perd rien, tout simplement. On se contente de translater le spectre pour aller se mettre dans la bonne bande de fréquence, et puis après on revient gentiment en bande de base, et dans l'opération, on n'a rien gagné, on n'a rien perdu. Alors juste un petit mot rapidement sur l'effet du bruit sur les détecteurs d'enveloppe. Donc je vous rappelle que les détecteurs d'enveloppe, c'est la solution qu'on utilise pour démoduler un signal AM, hein, modulé en amplitude
avec le fameux plus-en dans l'équation du modulateur. Alors, on ne va pas faire la démonstration ici, mais on peut simplement regarder le résultat. En fait, on voit que le résultat, c'est que la figure de mérite au niveau de la démodulation AM, c'est Ka carré P sur 1 plus Ka carré P, où le Ka est la fameuse constante de modulation, qui doit être choisie suffisamment faible, si vous vous rappelez bien, pour éviter le problème de la surmodulation. Et donc, par définition, on voit que ce facteur de mérite, il est plus petit que 1. Il est plus petit que 1, et on voit que ce qui le rend plus petit que 1, ben c'est le plus 1 qui se trouve ici au dénominateur, qui est le même plus 1 que ce qu'on a dans l'équation de la modulation AM. Et c'est à cause de ce plus 1, en fait, qu'on a une figure de mauvaise, qu'on a donc en résultat qui indique en fait une dégradation du rapport signal à bruit causé par la modulation. Et intuitivement, c'est assez logique. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est qu'on gaspille une partie de la puissance dans ce plus 1. On gaspille une partie de la puissance pour envoyer de la porteuse toute seule, de la porteuse non modulée. Et ce morceau de puissance qu'on gaspille pour l'envoyer sur le canal ne contient aucune information. Et donc, en termes de robustesse vis-à-vis du bruit, ben c'est juste un petit peu de puissance qu'on jette à la poubelle. Et donc forcément, on n'aurait pas eu ce gaspillage de puissance si on avait directement envoyé le message en bande de base sans moduler. Et donc finalement, plutôt que d'avoir un résultat transparent comme en DSB, où la figure de mérite valait 1, ben ici on a un résultat qui est carrément négatif. On a dégradé le rapport signal à bruit en utilisant la modulation. Alors l'analyse qui permet d'obtenir ce résultat, donc avec une figure de mérite qui se calcule comme ça, et qui n'est pas faite donc, dans le cours ici, c'est hors matière, on va dire, parce que le fait d'obtenir cette figure de mérite n'est pas trivial. Ben cette analyse, en plus, elle n'est valable que si, à l'entrée du démodulateur, on a déjà un SNR qui n'est pas trop mauvais. Alors ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire en fait que notre détecteur d'enveloppe, il va être capable de démoduler le signal AM, malgré la présence du bruit, jusqu'à un certain seuil. Et ce seuil, qui vaut 10 décibels, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'entrée du détecteur d'enveloppe, ici, on exige que le signal soit 10 décibels plus puissant que le bruit. Si on n'a pas un SNR qui vaut au moins 10 dB à l'entrée du détecteur d'enveloppe, non seulement le facteur de mérite qui est donné là, qui n'est déjà pas terrible, va indiquer une dégradation du rapport signal à bruit, mais en plus, la formule qui est là ne sera même pas correcte, parce que les performances du détecteur d'enveloppe vont tout de suite se dégrader, et en fait, ce que vous allez récupérer en sortie, ce sera carrément du grand n'importe quoi. Ça va même plus ressembler au message de départ. Donc ça indique qu'il y a un seuil de bon fonctionnement du détecteur d'enveloppe qui vaut 10 décibels, et qu'au-delà de ce seuil, on a le droit d'utiliser la formule qui est là, qui donne le facteur de mérite, et en dessous de ce seuil de 10 dB, ça vaut même pas la peine de faire les calculs, on peut juste conclure que le détecteur d'enveloppe va se planter, il ne va pas marcher. Et donc cet effet de seuil, il est caractérisé par modulation non linéaire. Je vous rappelle que la modulation AM est une modulation non linéaire, justement à cause du plus 1 dans l'équation, contrairement aux modulations de type DSB et SSB qu'on a vu juste avant, qui elles sont des modulations linéaires et pour lesquelles cet effet de seuil n'existe pas. Donc même si vous avez un SNR qui est très faible à l'entrée du détecteur cohérent comme ici, ben, ça va fonctionner. Et la figure de mérite sera égale à 1, ça veut dire que vous aurez le même SNR, après être passé dans le démodulateur, ça ne va rien changer. Et vous n'avez pas un SNR minimum à appliquer à l'entrée pour être sûr que ça marche. Par contre, en modulation AM, à l'entrée du détecteur d'enveloppe, si vous n'avez pas déjà 10 décibels avant de commencer, c'est foutu. Ça ne vaut même pas la peine d'utiliser votre détecteur d'enveloppe, vous allez juste produire du bruit ici en sortie. Voilà, on a fait le tour sur l'effet du bruit en modulation d'amplitude. Maintenant, on va faire une petite pause, et après la pause, on va attaquer l'analyse de l'effet du bruit sur la démodulation FM. Ça va ?